Césaire-Beau constitue son équipe et appelle au gouvernement le capitaine Thomas Sankara. Il lui propose la fonction de secrétaire d'État à la présidence chargé de l'information. Le jeune officier n'est absolument pas intéressé par cette proposition qu'il perçoit comme une façon de le neutraliser, de l'avoir à l'œil. Mais sous la pression, il est obligé de l'accepter. Sankara a réuni la jeunesse dont je faisais partie pour nous dire « Je m'en vais, mais ce n'est pas pour longtemps. Ils veulent me rapprocher à leur côté, mais je ne saurais servir un régime félon. » Mais il y a eu des pressions multiformes de part de mes parents, de part de mes amis et de la hiérarchie militaire. Je vais aller, mais ma durée ne sera excédée 6 mois. En obéissant à l'ordre qui lui a été donné d'entrer dans le gouvernement, il avait donné un délai. Et il disait qu'à l'issue de ce délai, il se retirerait. À l'issue du délai, il a demandé à être libéré de sa mission, de ses fonctions, ce que la hiérarchie n'a pas voulu entendre. Donc, quand il a été nommé secrétaire d'État à l'information à son corps défendant, nous avons manipulé de telle sorte que son remplaçant soit Blaise Compaoré, et plus tard que son adjoint soit Guinguéré, le général Guinguéré que vous connaissez aujourd'hui. Comme il était le commandant du Sénèc, il nous a dit, la jeunesse de Pau, ne vous en faites pas, je vais aller, mais tout ce que j'ai amorcé avec vous va se poursuivre. Parce que l'homme qui viendra me remplacer est un ami personnel, dont je répondrai de lui et dont je constituerai l'une de sa moitié. Il s'appelle Blaise Compaoré. Thomas Sankara rejoint donc le gouvernement. Mais il ne s'y sent vraiment pas à sa place. Il faut dire qu'il dissonne en réalité dans cet environnement. Et il cultive d'ailleurs cette différence. Thomas était justement déjà atypique. Parfois il vient à vélo au travail, ainsi de suite. Et ça déjà, les autres trouvaient ça extraordinaire. Mais il faut dire que nos fonctions publiques sont telles que certains cadres parmi vos confrères journalistes s'offusquaient de voir leur ministre à eux venir à vélo, tandis que les autres ministres roulaient en R30 ou dans de grosses cylindrées. Lui-même, ça l'amusait, il disait toujours l'efficacité de quelqu'un ne dépend pas de la grosse cylindrée qui l'amène au travail. Thomas, qui n'a pas de véritable expérience politique, va décider de se servir de cette occasion pour en acquérir. Il va saisir cette opportunité pour asseoir sa popularité, sa notoriété sur le plan national. Il est omniprésent, donne son avis sur tous les sujets. Point de vue très souvent en décalage avec celui du gouvernement. Mais même cette démarche ne le satisfait plus. Il veut s'en aller. Il veut faire autre chose, quitter le gouvernement. Il demande donc au chef de l'État, Césaire-Beau, de le libérer. De belles paroles. Avril 1982. Se tient à Ouagadougou la conférence des ministres africains chargés du cinéma. En tant que ministre de l'Information, c'est lui qui est en charge de l'événement. Le président Césaire-Beau assiste à la cérémonie. C'est l'occasion pour Thomas Sankara d'en finir avec cette situation, avec cette fonction qui l'agace. Mais il était déjà démissionnaire. Il a animé cette réunion. C'est à la fin de ce discours qu'il lance malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Il faut préciser qu'il se tourne en direction du président Césaire-Beau et pointe vers lui un doigt accusateur en disant très exactement, pour finir, « Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. » Dans la foulée, il démissionne et claque la porte du gouvernement. La sanction tombe très naturellement. Un tel affront ne pouvait rester impuni, surtout dans l'armée. Alors on choisit la punition la plus humiliante pour le jeune capitaine. Thomas Sankara est d'abord placé aux arrêts des rigueurs pendant 2 mois à Dédougou, dans la caserne des paracommandos.
Il est ensuite maintenu dans cette ville dans une sorte de résidence surveillée de façon à le garder loin de la capitale. Et plus dur, pour se passionner de l'uniforme, de son métier d'officier, il est déchu de son grade de capitaine. Désormais, la rupture est consommée avec le régime de Seyss-Herbo. Depuis le 25 novembre 1980, un pouvoir dénommé Comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, s'est installé en Haute-Volta. Après l'enthousiasme des premiers jours qui a salué la chute du régime antipopulaire de la Troisième République, l'indifférence, la déception, l'hostilité, puis le rejet total ont pris place dans les rangs des masses voltaïques. Le colonel Seyss-Herbo, ses comités de militaires et son gouvernement n'ont reçu que la juste sanction du peuple pour leur politique aventuriste et de trahison dont les traits principaux sont la gabégie, la corruption et l'enrichissement illicite et spectaculaire des dignitaires aggravant ainsi le marasme économique, la répression injustifiée des travailleurs